La maladie du Crimée-Congo fait partie d'un groupe de maladies qu'on appelle les fièvres hémorragiques virales. Et la fièvre hémorragique Crimée-Congo est une pathologie infectieuse, mais surtout c'est une zoonose. Et quand on dit zoonose, c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Il fait partie des maladies sous surveillance épidémiologique parce que c'est une maladie à potentiel épidémique. Et surtout, on est dans un contexte d'hivernage. Les conditions sont réunies pour en tout cas, propagation de cette maladie au niveau des animaux, mais aussi au niveau des humains. La fièvre hémorragique Crimée-Congo se manifeste dans la plupart du temps par l'apparition d'une fièvre soudaine, accompagnée de maux de tête quelquefois, mais aussi de douleurs articulaires et musculaires. Tout ceci peut évoluer dans un contexte de fatigue générale. Et vous conviendrez avec moi que ces signes sont des signes d'ordre général qui se retrouvent dans beaucoup de maladies. Et le plus souvent, pour faire le diagnostic, on a recours, n'est-ce pas, au prélèvement sanguin pour que le laboratoire puisse confirmer cela. Mais dans de rares situations, cette maladie peut évoluer vers les formes graves. Et les facteurs qui entraînent cette évolution vers les formes graves, c'est premièrement un recours tardif aux soins, mais aussi des fois le fait de prendre un anti-inflammatoire en phase de début de la maladie. Ça précipite vers l'évolution au niveau des formes graves. Et pour les formes graves, c'est principalement les formes hémorragiques. C'est pour cela qu'on les appelle les fièvres hémorragiques virales. Et si le tableau se présente sous sa manifestation hémorragique, le malade peut vomir du sang, ou bien peut avoir des diarrhées accompagnées de sang, ou même, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des épistaxis, c'est-à-dire des sangs qui sortent par le nez, ou même des fois des taches purpuriques sur la peau. Ça, c'est la manifestation hémorragique et ça constitue les formes graves. Le Sénégal a mis en place un dispositif de surveillance épidémiologique qui traque ces pathologies durant toute l'année. Et chaque semaine, de façon régulière, les prestataires au niveau du terrain, que ce soit les infirmiers chefs de poste, que ce soit les médecins au niveau des centres de santé ou les hôpitaux, font des prélèvements devant les suspicions de cas et envoient au laboratoire pour la confirmation. Et je devrais dire, à côté de cette fièvre hémorragique Crimée-Congo, il y a d'autres aussi affections que nous surveillons, notamment la dengue qui est là aussi, qui survient pendant la période hivernale. Il existe un traitement, comme je l'ai dit, parce que, pour rappel, au Sénégal, c'est une maladie que l'on surveille. Et si on fait un peu le recul depuis le début de l'année, nous sommes à notre 4e cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo confirmé. Le premier cas a été confirmé dans la région de Tambacounda. Le cas a été traité et guéri. C'était au mois de février 2020. Le deuxième cas a été confirmé au niveau de la région de Matam. Ça aussi, ce cas a été traité et guéri. Et présentement, on a des cas au niveau de la région de Saint-Louis, dans le département de Podor, où sur les 2 cas qui ont eu à être confirmés, un est décédé, mais l'autre est en cours de guérison parce qu'il est hospitalisé en train d'être suivi. Donc le traitement est un traitement facile, relativement un traitement symptomatique. C'est-à-dire quand le malade se plaint de quelque chose, qu'on puisse lui donner des médicaments pour le soulager. Ainsi, s'il a des maux de tête ou des douleurs articulaires, on le traite à base de paracétamol. S'il y a des troubles liés, n'est-ce pas, aux manifestations cliniques telles qu'une déshydratation, c'est le fait d'apporter du liquide par les perfusions, mais aussi s'il a des formes hémorragiques, s'il vomit du sang ou s'il a des diarrhées avec du sang, on le traite par des transfusions sanguines ou des fois par ce qu'on appelle une transfusion de concentré globulaire pour régler le problème. Donc dans tous les cas, le traitement est là. Et dans ce traitement, il faut le rappeler, il faut aussi que la personne de santé, n'est-ce pas, puisse prendre les précautions standards. Parce que c'est une maladie aussi qui est contagieuse,
qui peut contaminer le personnel de santé. Et pour cette maladie, le vecteur principal, c'est une sorte de tique, n'est-ce pas, qui pique l'animal, mais aussi qui peut piquer l'homme. Et si l'animal piqué est infesté, l'homme aussi peut être affecté. Donc le premier mode de transmission, c'est la piqûre par les tiques. Les autres modes de transmission, c'est les modes de transmission par contact. Parce qu'on sait qu'un animal qui a la fièvre hémorragique ne développe pas de maladie. Mais il y a les professions qui exposent. Ceux qui travaillent au niveau des abattoirs sont exposés parce que quand ils manipulent, n'est-ce pas, les carcasses du bétail, s'ils ne portent pas de mesures de protection individuelle, ils peuvent être contaminés. Il en est de même aussi pour les vétérinaires qui travaillent avec le bétail. S'ils ne portent pas aussi des mesures, des équipements de protection individuelle aussi peuvent être contaminés. Donc des modes de contamination, on peut édicter facilement les mesures préventives. Et parmi ces mesures préventives, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact étroit entre l'animal et l'homme. C'est-à-dire au niveau communautaire, au niveau des domiciles, que les gens puissent aménager des espaces pour le bétail, mais aussi des espaces familiaux. Donc, ces espaces doivent être distincts pour éviter le contact entre l'homme et les animaux, parce que de ce contact étroit, des tiques peuvent mordre les hommes. Ça, c'est les premières mesures de précaution. Les autres aussi mesures de précaution, c'est en rapport avec le traitement des tiques par les insecticides. Ça aussi, c'est des produits qui existent, qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, pour tuer les tiques. Ça aussi, au niveau de la région de Saint-Louis à Podor, les gens du secteur de l'élevage l'ont utilisé pour traiter les domiciles. Les autres moyens de prévention, c'est le port d'équipements de protection individuelle pour les professions qui exposent ceux qui travaillent au niveau des abattoirs, qui travaillent avec les carcasses des animaux, doivent porter des gants pour les protéger, mais aussi doivent porter des surblouses et des visières pour éviter que les éclaboussures leur tombent directement sur soit le corps ou les muqueuses. Donc ça, on le fait pour éviter aussi la contamination. Mais aussi le personnel de santé qui reçoit et qui soigne, n'est-ce pas, ces patients, doivent respecter les précautions standards devant toute fièvre hémorragique virale. Parce que s'ils ne le respectent pas, ils deviennent des contacts et dans ce cas, c'est les gens qui peuvent attraper la maladie. Donc là aussi, ils doivent respecter le port de gants systématiques, le port de masques, le port de visière et s'il y a lieu, n'est-ce pas, les surblouses sont aussi indiquées. Donc voilà les mesures de précaution standards que nous devons observer pour lutter contre cette fièvre hémorragique virale Crimée-Congo. Le premier défi, c'est de renforcer le système de surveillance pour que, au niveau de Saint-Louis-Podor, qu'il n'y ait pas de propagation de la maladie. Donc les relais au niveau communautaire ont été orientés. Ils participent à la sensibilisation pour détecter les cas de façon précoce. Et ça aussi, c'est un défi énorme, le fait de renforcer tout le système de surveillance. Parce qu'aujourd'hui, c'est heureux qu'on ait vu ces premiers cas tôt. Il faut donc que le système de surveillance puisse être renforcé à tous les niveaux pour que l'ensemble des cas suspects puissent être prélevés et envoyés au laboratoire. Et ça, c'est en train d'être fait au niveau local, mais aussi au niveau national, le système de surveillance est renforcé. L'autre défi aussi, c'est d'amener les populations à adhérer, n'est-ce pas, au message et à aussi prendre des mesures préventives par rapport au comportement avec le bétail, qui est en tout cas qu'on évite ce contact étroit entre l'homme et le bétail. Mais le défi le plus important, et ça je pense on ose l'espérer, c'est de suivre en tout cas l'ensemble des contacts pour qu'il n'y ait pas de déperdition de cas de contact. Et là, localement, les équipes au niveau de Podor sont en train de faire le travail avec les acteurs communautaires.